Ne vous laissez pas tromper. Ils nous ont dit que c'était un accident vasculaire cérébral. Quel âge avait-il? Qui est mort en paix? Mais que se passerait-il si je vous disais que ce n'est pas toute la vérité? George Foreman était un symbole de résistance, de la rédemption, du triomphe économique, et aussi un problème pour ceux qui sont au sommet. J'avais trop découvert, il avait vécu trop longtemps, et il commençait à parler. Ce qu'il n'aurait jamais imaginé, c'est que quelqu'un comme lui ne resterait pas silencieux éternellement. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que les médias n'ont pas osé enquêter. Pourquoi sa mort en mars 2025 n'était pas seulement une tragédie, mais une possible dissimulation. Parce que lorsqu'une figure comme George Foreman tombe, il faut regarder au-delà du cercueil. Et nous ne faisons que commencer. George Edward Foreman est né le 10 janvier 1949 à Marshall, au Texas. Élevé dans un environnement difficile, son enfance a été marquée par la pauvreté et des tensions constantes avec la loi. Dès son plus jeune âge, il a affiché une attitude de défi et, à mesure qu'il grandissait, il est tombé dans un environnement de plus en plus problématique. À l'âge de 15 ans, il abandonne l'école et commence à se battre dans la rue. Mais sa vie a pris un tournant lorsqu'elle a intégré le programme Job Corps, un projet gouvernemental visant à aider les jeunes issus de milieux difficiles. C'est là qu'il découvre la boxe. Après avoir déménagé dans l'Oregon, il a commencé à s'entraîner avec Doc Brodus, un entraîneur qui a vu en lui un diamant brut. Sa carrière amateur fut brève mais explosive. À 19 ans, George Foreman remporta la médaille d'or aux Jeux olympiques de Mexico en 1968. L'image de lui agitant le drapeau américain sur le podium a suscité la controverse. Tandis que la communauté conservatrice l'a salué comme un symbole patriotique, certains Afro-Américains l'ont accusé de trahir la lutte pour les droits civiques. C'était le début du mythe. En 1969, Foreman devient boxeur professionnel. Dès son premier combat, il a mis KO son adversaire. Cette année-là, il a combattu 13 fois et a remporté tous ses combats, dont 11 par KO. Son pouvoir était écrasant. En 1970, il réitère l'exploit avec 12 combats et 12 victoires, dont 11 par KO. Chaque fois qu'il montait sur le ring, quelqu'un sortait du ring sans connaissance. En 1971, il était considéré comme un phénomène et un futur champion. La consécration survient le 22 janvier 1973 lorsqu'il affronte Joe Frazier, champion du monde invaincu, à Kingston, en Jamaïque. Le combat a duré moins de 2 rounds. Foreman l'a fait tomber 6 fois avant que l'arbitre n'arrête le combat. Ainsi est né le surnom Big George. Il était le nouveau roi des poids lourds, avec une image intimidante, antisociale et redoutée. Sa présence a généré de la peur. Ses interviews étaient brèves, froides et dédaigneuses envers la presse. Il a défendu son titre avec une violence écrasante. Il a mis KO José King Roman en 55 secondes et Ken Norton en seulement 2 rounds. Personne ne semblait capable de l'arrêter, jusqu'à l'arrivée de Muhammad Ali. En 1974, George Foreman était invincible. Personne ne l'avait battu, personne ne l'avait fait faiblir. Son physique imposant, sa puissance de frappe brutale et son aura intimidante ont fait de lui le monstre le plus redouté de la boxe. Lorsque son combat contre Muhammad Ali au Zaïre a été programmé, la plupart pensaient qu'il serait une autre victime. Mais le destin avait d'autres plans. Avant le combat, Foreman a subi une coupure au-dessus de l'œil pendant l'entraînement. Cela a retardé la confrontation de 6 semaines. Durant cette période, Ali devient un héros national du peuple zaïrois, tandis que Foreman, sérieux et froid, est perçu comme le méchant de l'histoire. Le 30 octobre 1974, le légendaire Rumble in the Jungle a eu lieu à Kinshasa. Ali est arrivé à 32 ans, un vétéran avec moins de punch, mais avec un esprit stratégique brillant. Foreman était le favori. Le combat a commencé comme prévu. Foreman a coincé Ali contre les cordes. Chaque coup résonnait comme un coup de marteau, mais Ali a résisté. Il a enduré, il a provoqué, il a parlé, il l'a déconcerté. Et petit à petit, le champion imbattable commençait à fatiguer. Au 8e round, Ali a saisi son opportunité. Il a esquivé une rafale, a réussi une combinaison parfaite et a envoyé Foreman au tapis. Pour la première fois de sa vie, George ne pouvait pas se lever. La défaite l'a dévasté.
Il est entré dans une spirale d'obscurité et de ressentiment. Dans ses mémoires, publiées en 2007 sous le titre « Dieu dans mon coin », Foreman affirme avoir été drogué avant le combat. Selon lui, il buvait de l'eau au goût étrange qui lui donnait des vertiges dès le début. Il n'a jamais pu le prouver, mais sa version a alimenté le mystère. L'année 1975 s'est écoulée sans combat. Il revient en 1976 avec des victoires sur Ron Lyle et Joe Frazier lors de leur match revanche. Mais il n'était plus le même. En 1977, après avoir perdu contre Jimmy Young, Foreman s'est effondré dans les vestiaires. Il a dit qu'il avait vécu une expérience de mort imminente. Depuis lors, il prétend avoir vu Dieu. Cela l'a complètement transformé. Il se retira de la boxe, abandonna son image violente et devint prédicateur chrétien. Il a fondé une église au Texas et a consacré sa vie à aider les jeunes en difficulté, comme lui. Le monde a oublié le boxeur, mais pas l'homme qui changeait. En 1987, 10 ans après avoir raccroché les gants, George Foreman a choqué le monde. À 38 ans et quelques kilos de plus, il a annoncé son retour à la boxe. Il a dit qu'il ne l'avait pas fait pour l'argent ou la gloire, mais pour inspirer. Je voulais montrer qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Personne ne le croyait. Ils l'ont traité de fou. Mais lui, souriant, calme et désormais profondément religieux, commença à se battre. Son premier combat fut contre Steve Zouski, qu'il mit KO en 4 rounds. Il n'avait plus la vitesse qu'il avait auparavant, ni le physique sculpté. Mais il a maintenu une frappe brutale et une résistance admirable. Il a combattu 9 fois en 1988, les remportant toutes. En 1989, en plus de poursuivre sa carrière de boxeur, il débute sa carrière d'entrepreneur avec une gamme de produits carnés. Parallèlement, il se réconcilie avec Muhammad Ali. Ils sont tous deux devenus de grands amis. Le monstre des années 70 était devenu un symbole de dépassement. En 1991, à l'âge de 42 ans, il a combattu le champion Evander Holyfield dans le soi-disant « combat des âges ». Bien qu'il ait perdu par décision unanime, Foreman a tenu les 12 rounds et a fait preuve d'un courage et d'un cœur qui l'ont rendu cher au public. Le monde, qui le craignait autrefois, l'admirait désormais. En 1993, il a eu une autre chance de remporter le titre, mais a perdu contre Tommy Morrison. Il semblait que le rêve était terminé. Jusqu'au 5 novembre 1994, à l'âge de 45 ans, où il affronte Michael Moorer, champion invaincu et de 19 ans son cadet. Pendant 10 rounds, Foreman a été surclassé. Mais au 11e round, il a déclenché une combinaison dévastatrice et l'a mis KO. Contre toute attente, George Foreman est devenu le plus vieux champion du monde de l'histoire de la boxe. Ce fut le point culminant de sa rédemption. Il a continué à combattre jusqu'en 1997, date à laquelle il a finalement pris sa retraite avec 76 victoires, dont 48 par KO. Il est devenu commentateur, prédicateur, entrepreneur à succès. Son George Foreman Grill s'est vendu à plus de 100 millions d'exemplaires et une figure appréciée dans toute l'Amérique. Il est passé du statut de méchant redouté à celui de héros souriant. Il a laissé derrière lui l'obscurité, les soupçons, la douleur. Mais jusqu'à la fin de ses jours, il y avait des détails qu'il n'avait jamais fini d'expliquer. Et ces dernières années, son comportement est redevenu étrange. George Foreman est l'un des rares boxeurs à avoir réussi à entrer dans l'histoire à 2 reprises. Mais ce n'était pas le même homme. Le George qui est revenu n'était pas le George qui est parti. Ceux qui le connaissaient avant le disaient sans hésiter. C'était une autre personne. Le premier George Foreman était craint, silencieux, sombre. Un volcan contenu qui a tout détruit. Le deuxième était un prédicateur souriant qui vendait des hamburgers à la télévision. Le contraste était si absurde, si extrême, que beaucoup l'ont simplement attribué à une révélation spirituelle. Une épiphanie après sa retraite. Mais il y a une partie de l'histoire que personne ne raconte, et cela commence en 1977. Foreman perd contre Jimmy Young à Porto Rico, épuisé par la chaleur, la fatigue ou autre chose. Cette nuit-là, dans les vestiaires, il s'effondre. Son équipe l'a transporté d'urgence dans une clinique privée où il est resté inconscient pendant près d'1 heure. Mais les rapports médicaux ont disparu.
Ils n'ont jamais été publiés. Il n'y a jamais eu d'autopsie neurologique. Juste un résumé, effondrement dû à l'épuisement. À son retour dans les années 90, il prétendit avoir vu Dieu. Il a dit qu'il était mort depuis quelques minutes. Il a dit qu'il ressentait de la paix. Mais ce qu'il répétait le plus était « Je ne suis plus le même homme ». Et peut-être que ce n'était pas le cas. Les théories ont commencé à se développer en marge. On dit que Foreman a subi un traitement expérimental, que des médecins militaires l'ont évalué à Houston lors de sa retraite spirituelle. Ils ont testé des techniques de stimulation cérébrale profonde pour modifier son comportement, réduire son agressivité et faire de lui un porte-parole fiable. Sa nouvelle personnalité était parfaite pour l'entreprise. Doux, drôle, familier. Cela a été diffusé à la télévision. Et ce que personne ne peut nier, c'est que Foreman vendait. Plus que jamais. Mais dans les interviews récentes, quelque chose a commencé à se fissurer. En 2009, lorsqu'un journaliste l'a interrogé sur son changement radical, Foreman a répondu « Parfois je me réveille et je ne sais pas qui je suis. » Puis il sourit, comme si je ne l'avais pas dit. À une autre occasion, lorsqu'on lui a demandé s'il se battrait à nouveau s'il avait à nouveau 20 ans, il a dit quelque chose d'effrayant. « Je ne pense pas que ce soit autorisé. » Que voulait-il dire? Certains pensent que c'était conditionné. Qui, comme beaucoup d'autres athlètes, a été victime d'une technologie non officielle qui cherchait à étudier comment désactiver les traumatismes chroniques causés par les impacts. D'autres affirment qu'il a simplement subi tellement de commotions cérébrales que sa personnalité s'est réinitialisée. Quelle que soit l'explication, le consensus est le même. Le George Foreman qui est revenu n'était pas l'original. Et le plus inquiétant, c'est qu'il le savait lui-même. La boxe ne fait pas que briser les os. Puzzle, lentement, silencieusement. Pendant des décennies, les coups à la tête étaient normalisés. Mais chaque coup laisse une marque, et le cerveau n'oublie pas. Foreman était l'un des plus punis. Lors de sa première retraite, il présentait déjà des symptômes de ce que l'on appelle aujourd'hui l'encéphalopathie traumatique chronique. Perte de mémoire, colère soudaine, paranoïa, déconnexion émotionnelle. Mais dans les années 70, personne n'en parlait. C'était un sujet interdit, car accepter que les boxeurs souffraient de dommages neurologiques irréversibles mettait en péril toute l'entreprise. L'un des cas les plus extrêmes est celui du lutteur Chris Benoit. Il a subi des centaines de blessures à la tête au cours de sa carrière. Un jour, il a tué sa femme, à son fils, et il s'est suicidé. L'étude de son cerveau a révélé des dommages similaires à ceux d'une personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer. Le plus effrayant est que Foreman a présenté des symptômes similaires dans les années précédant son effondrement en 1977. Il a avoué dans sa biographie qu'il ne pouvait pas dormir, qu'il entendait des voix, qu'il avait l'impression que quelque chose en lui était brisé. Et pourtant, il n'a jamais été diagnostiqué. Cela n'a jamais été traité. Où le font-ils? Parce qu'il existe une théorie qui circule dans des cercles très fermés, celle selon laquelle Foreman aurait fait partie d'un programme confidentiel qui cherchait à modifier la structure neurologique d'anciens boxeurs ayant des tendances agressives. Certains le nient, d'autres l'affirment avec des preuves indirectes. Foreman, après son « expérience de mort imminente », a été hospitalisé pendant des semaines dans une clinique inconnue. Il n'est pas répertorié dans vos archives publiques. Mais certains témoins affirment l'avoir vu entrer accompagné de membres du gouvernement. Lorsqu'il réapparut, il parla comme quelqu'un d'autre. Je pensais comme quelqu'un d'autre. Il avait une voix presque robotique. Il répétait des phrases bibliques en boucle. Son sourire était constant. Son langage corporel différent. Même sa façon de marcher semblait inhabituelle. Beaucoup pensaient que cela faisait partie de son nouveau caractère. Mais ses proches savaient qu'il ne jouait pas la comédie. Le contremaître avait été réinitialisé, et ce modèle n'est pas unique. Il y a des boxeurs qui disparaissent de la carte après avoir pris leur retraite. Certains réapparaissent avec un comportement erratique. D'autres, comme Wilfred Benitez, vivent leurs dernières années sans reconnaître leurs proches. Tout le monde s'accorde, les coups tuent l'esprit. Mais il y a un point commun plus sinistre. Tous ceux qui ont parlé de ces questions ont fini par être oubliés, silencieux ou transformés. Foreman,
devenu une figure médiatique, était fonctionnel. Son nouveau moi ne posait pas de questions. Il n'a rien signalé. Je vendais juste des hamburgers, des livres, des bibles et une version sucrée de la boxe. Le véritable contremaître avait été laissé derrière, enterré ou éteint. Et personne dans l'industrie n'a osé le mentionner. Lors d'une interview en 2021, on lui a demandé s'il avait peur de la mort. Et sa réponse était troublante. « Je l'ai déjà vécu. Ce que je suis maintenant, ce n'est pas exactement moi. » Personne n'a demandé de clarification. Mais tout le monde dans la pièce resta silencieux, car beaucoup le soupçonnent. Le vrai George Foreman est mort en 1977. Ce qui est revenu était un écho. Ce n'était pas une mort physique, c'était un peu plus lent, plus technique. Un processus d'annulation progressive, et peut-être une reconstruction fonctionnelle. Ce jeune homme sombre et furieux ne pouvait plus être utilisé. Ce n'était pas rentable. Ce n'était pas commercial. Alors ils l'ont transformé. Qui est-ce? C'est la question à laquelle personne ne répond. Certains disent qu'ils étaient des psychologues de l'armée. D'autres pensent qu'il s'agissait d'un projet civil financé par des entreprises souhaitant transformer les athlètes en marques commercialisables. Mais la chose la plus étrange s'est produite en 1985. Le contremaître était à la retraite. Il réussissait bien en tant que prédicateur. Mais une nuit, il a reçu un appel. Après cela, il est revenu à la boxe. De sorte que, pourquoi revenir à 38 ans? Pour recevoir plus de coups? La théorie la plus répandue dans les cercles de conspiration est que Foreman n'a jamais eu le choix. Que son retour faisait partie d'une expérience visant à étudier la résistance neurologique post-traumatique, qui a été observée, surveillée, évaluée, jusqu'au jour de son dernier combat. Et lorsqu'il a remporté le titre mondial à 45 ans, il est devenu le cobaye parfait, l'homme qui a conquis le temps, l'idole éternelle, le masque idéal. Mais à l'intérieur, quelque chose était encore brisé. Parfois, pendant les cours, il trébuchait en parlant. Oubliez les noms. Il regarde dans le vide. Il le cache bien, mais pas entièrement. Et puis la question inévitable se pose. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour devenir une légende? Foreman était champion, homme d'affaires, prédicateur, icône. Mais peut-être était-il aussi une victime, un homme divisé, une expérience fonctionnelle. Et maintenant, l'histoire s'estompe lentement. Parce que dans le monde de la boxe, la légende compte plus que l'homme. Et pendant ce temps, le vrai George Foreman, le jeune homme qui dirigeait le monde à coups de poing, dort enfoui quelque part au plus profond de son esprit. Silencieux, oublié, peut-être par choix, peut-être pas. Et toi, qu'en penses-tu? Foreman a-t-il changé par la foi ou par intervention? Était-ce un miracle ou une expérience? Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, qui vont au-delà du mythe, s'abonnez et préparez-vous à voir le sport avec des yeux différents.